Notre invité, c'est Mwazulu Diabanza, panafricaniste, porte-parole international de l'UDC. L'UDC, c'est Unité, Dignité et Courage. Monsieur Diabanza, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes là pour qu'on parle de cette offensive engagée par l'Afrique pour la récupération de ce qu'on appelle les biens spoliés. On vous a souvent vu à travers des images, entrer dans des musées en France et vous saisir de ces objets volés à l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'il faut faire cette option de violence plutôt que de faire la négociation et la diplomatie? Je voudrais avant tout adresser toutes mes salutations fraternelles et patriotiques à tout notre peuple qui nous suit de partout. Cette démarche pour nous, c'est justement l'engagement d'une diplomatie active. Depuis aujourd'hui plusieurs décennies, plusieurs siècles on dira. Les pays africains, dans différents moyens, par différents moyens, dans différentes instances, ont essayé justement de pousser pour la restitution en bonne et due forme de notre patrimoine culturel qui a été pillé et enfermé dans la plupart de ces musées. Mais dommage que la plupart de ces requêtes ont essuyé de refus catégoriques. Donc, il revenait à nous autres de pouvoir imaginer une façon plus efficace d'agir. C'est pourquoi nous avons choisi la diplomatie active, cette méthode ô combien noble, qui consiste justement à aller récupérer notre patrimoine sans demander l'autorisation et la permission aux voleurs et aux prévaricateurs. Et vous avez été conduit devant la justice. Comment ça s'est passé? J'ai eu justement à être condamné d'abord en première instance pour la première action à Paris. Nous avons fait appel, mais jusque-là, les mécanismes judiciaires français ont tué la démarche parce qu'ils savent bien évidemment que le poids historique qui est derrière cette action, c'est justement le procès de la colonisation qui aura lieu, le procès de l'esclavage. Et ils ont justement choisi cette méthode de faire taire la démarche jusque-là. Nous attendons aussi ce qu'il en est du Pays-Bas, parce qu'après Paris, nous étions aux Pays-Bas. Tout à fait, ouais. Et pour Marseille, nous avons été acquittés. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans cette dynamique... Quels sont les chefs d'accusation? Vol pour objet, justement, pour un patrimoine. Monsieur Diambaza, est-ce que le retour des œuvres, on a encore besoin de faire des luttes aujourd'hui? Les pays occidentaux sont désormais lancés dans cette option, donc de retourner les biens de façon progressive. Je pense que vous faites allusion justement à cette démarche qui a été entamée principalement d'abord par la France, ensuite par la Belgique. Mais il ne faut pas oublier que c'est suite justement à ces actions de diplomatie active que les gouvernements des pays européens se sont sentis dans l'obligation de faire un choix entre justement de commencer à compte-gouttes cette restitution ou bien d'attendre à ce que tout le peuple ou toute la jeunesse que nous avons réussi à mobiliser aille dans le musée récupérer leur patrimoine qui leur appartient. Le président français, en l'occurrence, a fait ce que nous appelons une manœuvre dilatoire pour calmer les ardeurs et les aspirations de la jeunesse africaine et panafricaine qui réclamait justement la restitution de ces patrimoines, mais aussi en allant sur d'autres questions de souveraineté. Voilà pourquoi nous disons ceci. Prenons le cas, par exemple, ici du Dahomey. Il y a eu 26 œuvres qui ont été restituées, pillées autrefois dans le palais d'Abomey. Mais je rappelle que dans ces lots, il y a justement 28 œuvres, dont 2 œuvres majeures qui cristallisent justement la lutte pour la restitution. Oui. La tablette divinatoire du Fa, mais aussi la figure du dieu Goun, qui récemment était exposée au musée de Louvre. Donc vous voyez aisément que la France, les prévaricateurs et les voleurs décident à lui quelle est la quantité de pièces et par quel rythme et à quel moment les restituer. Il faut déjà se féliciter quand même. Si on en a 28 et que 26 ont fait déjà le chemin retour, on va continuer à espérer que les 2 autres vont rentrer à la maison un jour. Il s'est posé, lors de la démarche pour le retour de ces objets-là, il s'est posé une question où est-ce qu'on allait les conserver vu qu'on n'avait pas des espaces bien aménagés pour les conserver dans des conditions optimales. Le débat est pertinent. J'ai toujours dit que les questions sont mal posées sur cette démarche. L'idée ou la perception de tout le monde, c'est de continuer justement la bêtise historique qui a été commise par les nations européennes et occidentales, enfermant justement ces énergies et ces entités dans des cercueils en verre, dans des musées. C'était une façon de priver des Africains d'exercer, si vous voulez, leur souveraineté culturelle et identitaire, de nous priver de continuer le processus de vivre selon les bases culturelles qui sont les nôtres. Donc pour nous, ces œuvres ont été disposées, ou si vous voulez, réparties en 5 catégories. La première des catégories, ce sont des œuvres que nous considérons comme des œuvres majeures. C'est par exemple comme la tablette divinatoire du Fa,
comme la figure du Diegoun ou la pièce Nekouko en République démocratique du Congo. Ce sont des pièces qui doivent subir ou, si vous voulez, passer l'étape de ce que nous appelons la réintégration. C'est-à-dire, il faut les réintégrer dans nos communautés, dans nos sociétés et continuer justement à vivre dans cette logique-là. Deuxièmement, il y a des œuvres de seconde catégorie qui peuvent être, si vous voulez, placées comme des symboles dans les institutions qui sont les nôtres. Quand vous allez ici dans différentes mairies, dans différents ministères, il y a justement des œuvres qui peuvent aller orner ces lieux qui représentent justement la République, afin de donner un socle. Dans ces conditions, on est sûr qu'elles vont s'abîmer, hein, parce que les conditions, on connaît le climat sous les tropiques, hein, la chaleur, etc. Et puis, quand c'est exposé à l'air libre comme ça aussi, ce n'est pas évident que cela traverse autant de temps comme cela se fait ailleurs. Je rappelle qu'avant que ces œuvres-là ne partent en Occident, ces œuvres-là sont parties d'ici. Et nous avons su conserver ces œuvres-là pendant des siècles, avant que les barbares et les pilleurs n'arrivent. Donc, s'ils ont continué dans cette dynamique-là... Barbares des pilleurs. S'ils ont continué dans cette dynamique-là, c'est si dit que nous pouvons justement continuer dans ce sens-là. Quant à ce qu'il en est de troisième catégorie des œuvres, ils peuvent aller dans des couvents, ou si vous voulez, dans des temples et des lieux de milieu d'encadrement initiatique. Et les quatrièmes catégories, nous pouvons placer ces œuvres-là, bien évidemment, dans des musées, parce que je rappelle que l'Afrique a aujourd'hui près de 500 musées modernes, capables justement d'absorber, si vous voulez, l'ensemble de ces patrimoines une fois de retour dans notre chère et mère patrie, l'Afrique. Alors, ces éléments, il faut-il dire, hein, revêtent une forte charge spirituelle, mais avec autant de temps passé à l'étranger, et surtout la distance que nous avions prise d'avec ces objets, puisque nous sommes désormais reconvertis, on est devenus chrétiens ou musulmans, ou je ne sais quelle autre religion importée, ou monothéiste. Est-ce que véritablement, avec le retour de ces œuvres, faut-il le rappeler encore, avec de fortes charges spirituelles, ce retour est-il encore pertinent dans notre quotidien? Tout à fait. Il n'y a pas fort longtemps, je sors là de la République démocratique du Congo, où j'étais à Boma, d'où est partie une de pièces maîtresses aussi, la pièce Nekouko, qui a été volée par Alexander Del Commune, un criminel belge qui, après avoir massacré des villageois, l'a emporté en Belgique. Le chef du village Kikuku nous a assuré qu'une fois que cette pièce revenait ici à Boma, nous allons réactiver cela. Et la communauté a besoin de ça et bénéficiera de beaucoup d'autres atouts par rapport à ça. Et je demeure convaincu que c'est la réalité dans tout le pays africain. C'est la raison pour laquelle je suis ici au Dahomey, que nous considérons, nous, dans le milieu panafricain, comme étant la capitale spirituelle, justement, des États-Unis d'Afrique et du panafricanisme, mais aussi socle de notre résistance. Donc, je sais qu'il y a encore des lieux et des personnes qui maîtrisent bien évidemment tous ces atouts et qui pourront justement nous aider à réactiver et à faire revivre de nouveau ces patrimoines et cet héritage. Oui, mais nous sommes en grande majorité aujourd'hui des personnes qui n'y croient plus. Du coup, ces œuvres ne peuvent pas avoir leur place spirituelle qu'on leur a accordée. Je rappelle que nous sommes désormais chrétiens et musulmans et bien d'autres choses. Dans la dynamique culturelle africaine, je ne pense peut-être pas que la foi prend le dessus, mais c'est la réalité. Donc la réalité fait que je ne vois pas l'incompatibilité entre ceux qui sont chrétiens et musulmans et justement l'effet de pouvoir faire rayonner notre identité culturelle. Ce qui d'ailleurs est à encourager parce que nous avons vu que le fait que beaucoup d'entre nous, comme vous le rappelez, sont aujourd'hui musulmans et chrétiens, c'est une forme, si l'on veut, de déracinement culturel et identitaire. Donc il faut que l'homme africain et la femme africaine, bien entendu, se reconnectent avec ces cordons ombilicaux qui le relient à ses ancêtres les plus lointains pour avoir un socle lui permettant justement d'avoir des équilibres par rapport à la marche de ces mondes. Alors, lors de nos échanges, pour préparer, je dois dire, cet entretien, vous n'aviez pas totalement exclu la possibilité que ces œuvres continuent de rester à l'étranger, mais sur condition. Tout à fait, parce que selon l'esprit et la lettre de ce que nous appelons le traité de restitution ou traité de Marseille. Parce que je rappelle que nous avons gagné un procès face à l'État français justement à Marseille, qui nous a justement accusés à tort de voleurs, mais qui a fini par reconnaître que c'est eux qui d'ailleurs ont volé. Nous avons créé cette possibilité, ce que nous considérons comme une autoroute culturelle, d'où tout le monde viendra s'y greffer. C'est-à-dire la coopération et la collaboration avec d'autres nations qui veulent bien justement participer à ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire la libre circulation des œuvres d'art et des patrimoines culturels, mais à condition que les règles soient justement établies par ceux qui en sont les propriétaires. Que nous définissons justement la manière d'exposer et, si vous voulez, de conserver cela. Parce que la plupart de ces œuvres-là, leur intimité et leur sacralité ont été bafouées.
Donc nous ne pouvons considérer, nous, et continuer dans cette logique-là, d'où on continue justement à déshabiller, si vous voulez, ces entités-là et ces énergies de leur manteau sacré. C'est là que nous appelons justement la construction de cette autoroute culturelle, où nous demandons à tout le monde de s'égreffer, et nous continuerons. Je donne un exemple basique. Nous sommes au musée des Quai Branly, et il y a une œuvre sortie tout droit du Dahomey. Il faudrait que l'environnement soit respecté selon les normes et les règles qui seront définies d'ici. Il faudrait que une langue, bien évidemment, je pars du musée de Quai Branly, nous sommes en France, donc une langue française qui est locale, mais une langue aussi de provenance, d'où est partie la pièce, soit prise en compte lorsque les visiteurs viendront, pour que la vérité et tout l'environnement socio-culturel de la pièce soit aussi respecté et pris en compte. Allez, on a remarqué qu'il y a une sorte de marché qui se crée autour, je dois dire, de cette affaire de retour des biens culturels, spoliés, comme on le dit, et surtout de nouveaux projets de promotion donc d'une économie, notamment du tourisme. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette option? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le tourisme peut avoir, je dois dire, un impact économique réel comme ailleurs, sous d'autres continents? D'abord, je rappelle que il y a eu 4 vagues, justement, de pillage de ces patrimoines-là. Nous avons la première vague qui est partie entre 1200 et 1300 et quelques. La deuxième vague qui part de 1500 à 1700. La troisième vague de 1700 à 1960, donc là, où il y a eu la destruction de la plupart des empires et des royaumes africains. Et la quatrième vague qui a commencé, justement, de 1992 à nos jours. C'est cette vague-là, justement, d'où est né ces marchés illicites des ventes des œuvres d'art et la commercialisation de notre patrimoine. Sur le plan, continuons dans cette dynamique-là. L'Afrique a des atouts, de véritables atouts pour justement rentrer en force dans ce monde-là de l'économie du tourisme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas polycopier ou copier ce qui se passe en Occident. Parce que là, c'est un danger. C'est un danger comme on le voit au Mexique, comme on le voit dans la plupart des pays qui entraînent justement le tourisme sexuel et la dépravation de mœurs ou le bouleversement des habitudes locales. Donc l'Afrique doit justement se reconnecter avec son socle culturel et identitaire. Il y a par exemple au Congo où il y a un principe qu'on dit Bubantanzenza, c'est-à-dire le respect de ce qui est visiteur. Ce n'est que, voilà, en se reconnectant dans cette noblesse et dans cette richesse culturelle, que nous pourrions savoir justement comment et dans quelle mesure nous pourrions accompagner justement l'Afrique à basculer dans cette économie. Donc ce sont des atouts que nous pouvons utiliser, mais dans le refus catégorique de copier aveuglément ce qui se passe en Occident. On espère que la lutte va continuer pour le retour intégral, parce qu'il y en a, c'est des milliers, parfois même dans des maisons privées, dans des musées privés, etc. La lutte va certainement continuer. Oui, la lutte continue, c'est dans cette dynamique-là la raison pourquoi je suis ici au Dahomey, pour mobiliser justement les opérateurs culturels, afin qu'ensemble nous puissions former un front pour arrêter la spoliation de notre patrimoine culturel et culturel. Nous allons bien évidemment nous attaquer à la deuxième dimension ou la deuxième phase de ces combats, parce qu'après les gouvernements européens et occidentaux, il y a des congrégations religieuses, dont je rappelle que l'Église catholique est au centre justement de toutes ces congrégations qui ont lamentablement pillé et systématiquement pillé aussi tout notre patrimoine culturel. Il y a aussi des personnalités, privés, et nous sommes aussi consentants. Parfois, on leur a ouvert nos cercles familiaux, on leur a concédé parfois même, et actuellement à vil prix, certains de nos objets qui sont quand même très sacrés. Oui, tout à fait. Il y a des familles, des personnalités politiques, des personnalités militaires, culturelles, des figures justement du monde des cinémas, beaucoup qui sont impliqués dans tout ça là. Et nous avons justement entamé ce que nous appelons la mise en place des ambassades culturelles, c'est-à-dire permettre depuis l'Occident à ces personnes-là, éprises de paix et de justice, qui veulent justement la réhabilitation de la vérité historique de ce qui s'est passé entre nous et l'Occident, parce que c'est une perche que nous leur tendons pour qu'ils puissent justement, si vous voulez, effacer tous ces siècles d'ignominie au nom de ces mensonges et des crimes commis à leur nom. Donc il y a beaucoup qui commencent aujourd'hui à venir nous restituer certaines œuvres que nous exposons à partir de là-bas et prendre contact avec des communautés locales pour justement ramener cela à la maison. Mwazulu Diabanza, panafricaniste, porte-parole internationale de l'UDC, c'est Unité, Dignité et Courage.
C'était sur Actumatic pour qu'on parle un peu du retour de ces biens spoliés-là. Merci d'être passé par ici. Vous connaissez Ouida certainement? Si, j'y étais hier et je répare encore aujourd'hui. Pourquoi pas? Il y a quelqu'un qui pourrait vous intéresser, dont l'intervention pourrait vous intéresser. D'ailleurs, il vous a suivi avec beaucoup d'attention. Il vient parler de Ouida. Vous allez certainement rester avec nous pour le suivre. Il s'agit de Paco Malomake, lui qui s'intéresse aussi au patrimoine culturel. Voici notre deuxième invité.